Si vous connaissez le sport automobile, vous avez forcément déjà entendu parler du Daytona 500, mais vous ne savez peut-être pas que le Daytona 500 fait partie du championnat de la NASCAR, puisque le Daytona 500 a bien sûr dépassé le cadre de la NASCAR et est devenu la course la plus populaire du championnat de NASCAR. Course qui ouvre le championnat et qui est également la course la plus importante. Si vous remportez le Daytona 500, vous avez déjà réussi votre saison, même si la plupart des pilotes ne se satisferont pas de cette victoire. Mais c'est quand même très très bien de remporter cette course pour le palmarès, puisque vous allez exploser aux yeux du monde. Et c'est quand même assez important de se mettre très très en avant, surtout dans un sport où les sponsors sont très importants. Le Daytona 500, je le disais donc, c'est la course la plus prestigieuse. Elle a la particularité de débuter la saison depuis 1982. C'est assez incroyable de débuter la saison du coup par cette course-là. C'est un peu comme si le Super Bowl était le premier match de la saison en football américain, ou si la finale de la Coupe du Monde de foot débutait le tournoi. C'est quand même assez fou. Donc cette course existe depuis 1959, même si elle existait sous un autre format un petit peu avant, mais on est vraiment dans l'histoire de la NASCAR avant, et on va pas remonter jusqu'à là, parce que bon, pas exagérer. Donc depuis 1982, elle ouvre le championnat. Le Daytona 500, c'est 200 tours de circuit, d'un circuit qui fait 4 km. La longueur totale est donc de 500 miles, d'où le nom de Daytona 500, et on est du coup en kilomètres à 804 km, puisqu'il a bien sûr un petit peu plus de 4 km, il y a quelques miettes en plus, donc sur 200 tours, forcément, ça rajoute quelques mètres de plus. La course se décompose en 3 segments, comme le veut la règle depuis quelques saisons. La course est donc découpée en 3, avec 65, 65 et 70 tours. Bien sûr, on l'a expliqué dans la toute première vidéo qu'on a fait sur la chaîne. Le vainqueur est déterminé à la fin du 3e segment, il y a juste des vainqueurs intermédiaires, mais ça, je vous renvoie à la vidéo précédente pour l'explication de comment fonctionne le championnat de la NASCAR, on n'est pas là pour ça. Daytona, bien sûr, a une particularité puisque la course se court avec des plaques de restriction. Depuis la fin des années 80, les voitures allaient beaucoup trop vite, donc on a mis des plaques de restriction pour limiter la puissance des voitures, pour ne pas avoir des vitesses incroyables, ce qui donne des courses en paquet assez spectaculaires depuis pas mal de saisons. C'est à regarder, c'est particulier à Daytona et à Talladega notamment, même si maintenant il y a également un autre circuit, on en reparlera dans une prochaine vidéo, de ce circuit et d'ailleurs des courses à plaque de restriction, donc je vous renverrai vers cette vidéo éventuellement plus tard. Faut quand même noter qu'une seconde course a lieu sur ce même circuit de Daytona un peu plus tard dans la saison, cette course est un petit peu moins prestigieuse puisqu'elle fait 400 miles, et elle arrive vraiment en cours de saison au milieu de l'été. Ça remplace un petit peu le créneau originel du Daytona 500 qui avait lieu durant l'été. Voilà, ils ont décidé de mettre une seconde course, on va dire, de Daytona, qui est assez intéressante également, un petit peu plus courte, mais pourquoi pas. Je vous montre bien sûr à quoi ressemble le Daytona 500, un petit peu quand même. Je peux vous montrer ça, je peux vous montrer ça, voilà le Daytona 500. Là on est sur une photo des duels de qualification. Parce que les duels de qualification, attention, c'est une règle très particulière à Daytona, et je vais vous expliquer un petit peu comment marchent les qualifications à Daytona, parce que c'est quand même très très particulier. C'est une course unique qui a un règlement unique. Le Daytona 500 donc a un système très particulier puisque tout d'abord il y a une qualification traditionnelle, on va dire, on prend les meilleurs temps, on fait un classement au meilleur temps, on prend les 2 premiers meilleurs temps qui du coup prennent la première et la deuxième place de la grille pour la course du Daytona 500. Ensuite on prend les pilotes restants, on les sépare dans 2 groupes. Ces 2 groupes vont faire 2 courses de duel de 150 miles. Les groupes sont composés suivant le résultat au temps des qualifications. On prend les places impaires qui sont placées dans la course numéro 1, les places paires sont placées dans la course numéro 2. Ça peut être stratégique, mais c'est un peu compliqué quand même de la jouer stratégique. Sachant que la place au Daytona 500 est pas forcément hyper importante au final, même si la pole est prestigieuse. Vous allez comprendre que rouler en paquet en ayant 40 voitures en 3 secondes, on peut remonter assez vite devant. Le top 15 des 2 courses de duel est qualifié directement pour le Daytona 500. Le vainqueur de la course 1 est placé à l'intérieur, du coup à la 3e place. Le vainqueur de la course 2 est placé à la 4e place. Et ensuite on place tout le top 15 du groupe 1 à l'intérieur de l'ovale, tout le top 2, tout le top 15 de la course 2 à l'extérieur de l'ovale. On arrive déjà à 32 pilotes. Ensuite, les 4 pilotes les plus rapides des qualifications qui n'ont pas fait de top 15 dans les courses de duel sont repêchés. On arrive donc aux places 33 à 36. Ça, c'est pour la composition de la grille. Les 4 dernières places de la grille, puisque bien sûr, on monte jusqu'à 40 pilotes maximum, et très souvent, au Daytona 500, de toute manière, il y a 40 pilotes, puisqu'il y a plus de 40 pilotes engagés. Les 4 dernières places sont réservées du coup aux pilotes de charter. Donc, c'est les pilotes qui font la saison complète, qui ont leur place achetée, et qui éventuellement ne seraient pas encore qualifiés
Ça peut arriver, tu peux te planter en qualif, tu peux te planter au duel, tu peux ne pas avoir une bonne place, et du coup tu es quand même repêché et tu fais la course, puisque de toute façon tu as ta place réservée pour toute la saison. Ensuite, on récupère aussi les éventuels anciens champions, qui viendraient, pourquoi pas, rouler juste sur une course. Et on récupère aussi les anciens vainqueurs de course. Voilà. Et normalement, on arrive à 40. Si on n'arrive pas à 40, après c'est un peu à l'appréciation des officiels, éventuellement. Au-delà de la 40e place, vous n'êtes pas qualifié. Voilà, tout simplement, vous rentrez chez vous, vous avez fait le Speed Week, ce qu'on appelle ça les Speed Week à Daytona, du coup, parce qu'il y a quand même plusieurs courses, du coup, tout au long de la semaine. Et du coup, bah, vous rentrez chez vous si vous n'êtes pas dans les 40 premiers. Il faut quand même noter que les plus grands de l'histoire, globalement, ont remporté le Daytona 500. On reviendra pas en détail de tous les vainqueurs du Daytona 500, parce que ça prendrait trop de temps, même si on fera un petit historique un petit peu des faits principaux. Faut quand même noter voilà, que les plus grands noms ont remporté le Daytona 500. Mais parfois, il y a des noms très surprenants également, puisque, bah, comme vous pouvez le constater, une course en paquet comme ça, il peut très bien y avoir des surprises assez facilement. La course se déroule en paquet, donc, et du coup, forcément, qui dit course en paquet, dit possibilité de crash assez important, comme je vais vous le montrer ici, avec les Big One. Les Big One, ça donne ça, c'est beaucoup de voitures au tapis, c'est presque la particularité des courses style Daytona Talladega, principalement. Même si, bon, bien sûr, il y a des crashs sur d'autres courses. Mais là, on est vraiment sur un cas particulier où, du coup, on peut mettre 10-15 voitures au tapis, et là, t'as aucune chance de gagner, puisque c'est vraiment des courses où il faut de l'aéro. Donc si t'as ta voiture qui est un peu abîmée, c'est impossible de gagner. Pour les grands pilotes, le plus grand pilote du Daytona 500, bien évidemment, je vais vous en parler tout de suite. Ici, nous avons Richard Petty. Richard Petty, le king de la NASCAR, 7 fois champion du monde de la NASCAR, à égalité avec Jimmy Johnson. Ils sont 2 pilotes à avoir remporté 7 fois le championnat. Bien sûr, Richard Petty est le premier. Il a gagné 7 fois le Daytona 500, c'est absolument énorme. Première victoire en 1964, dernière victoire en 1981. On reparlera bien sûr de Richard Petty dans une vidéo dédiée à Richard Petty, puisque c'est important quand même de parler de Richard Petty, qui est actuellement d'ailleurs propriétaire d'une équipe de NASCAR. Voilà, pour Richard Petty, on en reparlera bien évidemment. Il faut noter également qu'il y a plusieurs pilotes qui ont remporté leur première victoire en carrière au Daytona 500, évidemment, puisque, comme je vous ai dit, voilà, course en paquet, etc., il peut y avoir beaucoup de surprises. La plus grande surprise de l'histoire de la NASCAR est à attribuer en 2011 à Trevor Bayne, qui a remporté le Daytona 500 pour sa toute première participation dans cette course, et sa seconde course en carrière en Cup Series. C'était son deuxième départ dans le top division de la NASCAR, et à la plus grande surprise, il remporte la course. C'est un événement très marquant, il a fait la une de tous les journaux globalement sportifs. C'est assez exceptionnel. Historiquement, du coup, la NASCAR, je vous ai dit, ça a débuté avant 59. On n'y reviendra pas très très longtemps, mais je vais juste montrer une petite photo. Voilà ce que c'était la NASCAR à Daytona avant 1959. C'était une course à moitié dans le sable, à moitié sur l'autoroute, avec beaucoup de voitures. Ça montait des fois jusqu'à 60, 68, qui est le record. Voilà, c'est historique. J'ai pas de mots, en vrai, c'est toujours impressionnant de regarder des images de cette époque-là. La NASCAR en parle assez régulièrement, c'est voilà, c'est toujours très incroyable avec ces voitures des années 50, etc. Vraiment, c'était exceptionnel. Petit historique du coup, un petit peu des grands événements de l'histoire du Daytona 500, j'allais dire Daytona 50, pas du tout, Daytona 500. En 1959, nous avons Lee Petty qui devient le premier vainqueur du Daytona 500. Voici Lee Petty de la famille de Richard Petty, bien évidemment, on est toujours dans la même famille. Lee Petty, donc premier vainqueur de l'histoire du Daytona 500 en 1959. Nous avons en 1960, je vais vous montrer, Junior Johnson qui remporte la course grâce à une technique qui deviendra la technique utilisée pour gagner. Il a inventé, ce monsieur, le draft, l'aspiration. Voilà, tout simplement. Il a mis ça au point. Il s'est dit, je vais utiliser le draft, je vais me mettre derrière les bagnoles, je vais aspirer et je vais gagner. Il gagne donc cette course avec 68 voitures engagées, un record pour le Daytona 500. Les images que vous avez vues avant n'étaient pas vraiment en soi considérées comme le Daytona 500. Il y avait probablement beaucoup plus de voitures que 68. Mais dans le Daytona 500, voilà, c'est un record. Même si le Daytona 500, officiellement, je dis bien officiellement, il est reconnu en tant que Daytona 500 depuis 1961, il porte ce nom-là.
Et voilà. 1965, la course était courtée pour la première fois à cause de la pluie. Elle se termine avec 133 tours de course, puisque la course a été tout simplement arrêtée un petit peu plus tôt, parce que bon, le temps était catastrophique, hein, clairement. Ça arrive, on est en Floride, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ensuite, nous avons en 1966, Richard Petty, que vous voyez ici au volant de sa Plymouth. Richard Petty qui devient le premier double vainqueur de l'histoire après sa victoire en 1964. Nous avons ensuite en 1967, Mario Andretti, l'ancien pilote de Formule 1. Ah, c'est encore Richard Petty ici. Non, c'est Mario Andretti, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. C'est vrai qu'il avait les mêmes couleurs. Autant pour moi, je me suis trompé. Mario Andretti, donc, qui remporte sa seule course de NASCAR avec cette victoire au Daytona 500 en 1967. En 1971, vous avez Richard Petty, encore une fois. Pas du tout Richard Petty, là, par contre, pour le coup. Mais c'est pas grave. Richard Petty qui remporte son troisième Daytona 500. Faut savoir quand même que seulement 5 pilotes en ont gagné autant. Vous avez en 1972, comme vous pouvez le voir sur cette photo, Edgy Foyt qui remporte le Daytona 500 avec 2 tours d'avance sur le second. Là, c'est incroyable, hein. Vraiment, on est sur une autre ère. Edgy Foyt qui remporte donc la course avec 2 tours d'avance en ayant mené les 120 derniers tours de course. Nous avons ensuite Richard Petty, encore une fois, on va beaucoup parler de Richard Petty, en 1974, le voici, Richard Petty, encore une fois. Richard Petty qui devient le premier pilote à remporter 2 années de suite le Daytona 500, puisqu'il avait gagné en 1973, il le gagne en 1974. Il monte son total déjà à 5 victoires, c'est déjà exceptionnel et incroyable. En 1979, il se passe un événement très très important pour l'histoire de la NASCAR, puisque en 1979, le Daytona 500 devient la toute première course de l'histoire de la NASCAR à être diffusée en direct à la télé nationale. Je vous ai dit, hein, le Daytona 500, c'est vraiment une course historique pour beaucoup de faits, notamment comme vous pouvez le voir ici, un fait très très important. Je vais noter quand même la victoire de Richard Petty au passage, hein, parce que bon, voilà, faut quand même en gagner encore un petit peu plus. Richard Petty, donc 6 victoires au Daytona 500. Course marquée du coup par une bagarre entre Donnie Allison et Cale Yarborough qui a fait le tour des États-Unis, voire peut-être même le tour du monde, en tout cas du sport automobile à ce moment-là. Et du coup, première course live télé, il s'arrive une très très grande bagarre. Ça a fait très mauvaise pub et en même temps ça a fait très bonne pub puisque ça a attiré forcément beaucoup de monde à regarder tout ça. C'était incroyable. Les vidéos existent. Il y a vraiment des passages fous, des passages clairement fous. Ça arrivait plusieurs fois ensuite dans le futur. Après cette année-là, qu'il y a eu des bagarres, des règlements de compte, des lancers de casques, etc. Ça arrive. C'est un sport un petit peu brutal, la NASCAR. Vraiment, voilà, il se passe toujours des choses. En 1980, nous avons Richard Petty qui remporte son 7e Daytona 500. C'est un record qui probablement sera égalé très difficilement. Richard Petty, absolument carrière incroyable. En 1983, comme vous le voyez ici, nous avons Cale Yarborough qui devient le premier pilote à dépasser les 320 km/h de moyenne sur un tour en qualification du Daytona 500. En 84, il réitère cet exploit, cette fois-ci en course, et remporte son 2e Daytona 500 consécutif. C'est le 2e pilote après Richard Petty à faire ceci. Cale Yarborough aussi, très très grande légende de la NASCAR dans les années fin 70-80. En 1987, attention parce que là aussi c'est une année très très importante pour l'histoire de la NASCAR, nous avons ce monsieur qui s'appelle Bill Elliott qui se qualifie à 338 km/h de moyenne sur un tour. C'est un record qui est inégalé et qui restera très probablement inégalé dans l'histoire, puisque désormais les voitures sont bridées à Daytona, on ne peut plus aller aussi vite. Et il n'y a pas d'autres circuits sans plaque de restriction, on peut aller aussi vite. Le Texas, à la limite, on monte à 320 à peu près, donc on ne monte pas à 338. Et en qualif, c'est encore pire, parce que vous n'avez pas d'aspiration, etc. Donc normalement, ce record-là restera inégalé. Record de Bill Elliott, du coup, de 338 km/h en 1987. En 1988, les plaques de restriction de puissance sont imposées à Daytona, et nous avons Bobby Allison qui remporte la course. Il devient le plus vieux vainqueur de l'histoire du Daytona 500 à 50 ans, je crois, de mémoire. Bobby Allison, qui est recordman du coup de ce score-là. Peut-être qu'il sera battu un jour, éventuellement, parce que des fois il y a des pilotes un petit peu plus vieux qui roulent. Donc pourquoi pas. En 1989, autre date assez importante dans l'histoire de la NASCAR, puisque nous avons Darrell Waltrip. Darrell Waltrip qui est un grand nom de l'histoire de la NASCAR, qui remporte le Daytona 500 après 17 départs et une stratégie de consommation d'essence qui lui fait faire 53 tours dans le dernier relais. C'est assez incroyable. Normalement, on pite à environ tous les 40 tours au Daytona 500. Ce monsieur a fait 53 tours pour aller gagner la course. Mais, nous avons encore mieux. Puisque, en 1994,
Nous avons Sterling Marlin, qui est ici, qui a remporté 2 fois le Daytona 500 consécutivement en 94 et en 95. C'est le 3e de l'histoire à le faire. Mais en 1994, ce monsieur a remporté la course avec un dernier relais de 59 tours. Incroyable. Avec cette Chevrolet magnifique. Elle était vraiment très belle, les Chevrolet à cette époque. 1997, un autre grand pilote de l'histoire de la NASCAR. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de grands pilotes de l'histoire de la NASCAR qui ont remporté le Daytona 500. Nous avons ce monsieur qui est Jeff Gordon, multiple champion de l'histoire de la NASCAR, avec ses coéquipiers, puisqu'ils ont fait un podium triplé de son écurie Hendrick. Monsieur Jeff Gordon qui devient le plus jeune vainqueur à 25 ans à l'heure actuelle, record qui sera bien sûr battu un petit peu plus tard. On en reparlera notamment quand on a parlé de Trevor Bayne. Jeff Gordon, du coup, très très grand pilote de l'histoire, qui est désormais dans le dans le staff de chez Hendrick et qui notamment a été à l'origine un petit peu du projet, si vous avez suivi, du projet de la voiture de NASCAR aux 24 heures du Mans. Voilà, c'est un petit peu ce monsieur qui est derrière cette histoire-là. Très 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 grand nom de l'histoire de la NASCAR. On reviendra probablement sur Jeff Gordon dans une vidéo future, évidemment. En 1998, un autre très grand nom de l'histoire de la NASCAR fait un exploit exceptionnel. Dale Earnhardt qui remporte enfin le Daytona 500. Ça fait 20 courses qu'il essayait de gagner cette course. Dale Earnhardt n'a jamais eu de chance au Daytona 500. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Cette course du coup lui échappait avec beaucoup de malchance, des casses moteurs, des pannes, des accidents. Il a été félicité par tout le monde, littéralement tout le monde dans la pit lane. Comme vous pouvez voir là, il est félicité par des mécaniciens qui ne sont même pas de son écurie. Donc autant vous dire que tout le monde était très content de voir Dale Earnhardt enfin gagner le Daytona 500. Malheureusement, Dale Earnhardt nous a quitté 3 ans plus tard, toujours au Daytona 500. Ça c'est une bien triste nouvelle. 2001, je vous mets pas la photo de l'accident parce qu'elle existe. Il y a peut-être même probablement la vidéo, je vais pas vraiment regarder. Dale Earnhardt qui se tue durant le dernier tour de Daytona 500 en allant heurter le mur extérieur et une autre voiture. Tué presque sur le coup. Voilà, c'est jour très très triste pour l'histoire de la NASCAR. Dale Earnhardt est un très très grand nom de l'histoire de la NASCAR. Il se tue dans ce jour qui est désormais connu comme le Black Sunday, ou le jour le plus sombre de l'histoire de la NASCAR. Jour qui occultera du coup la victoire de Michael Waltrip qui remporte son premier Daytona 500 ce jour-là et qui est bien sûr passé un petit peu aux oubliettes vu les événements. Mais Michael Waltrip aura quand même du coup dans son malheur un petit peu la chance d'être reconnu 2 ans plus tard, puisqu'en 2003 il double la mise avec une seconde victoire dans la plus petite des courses de l'histoire, puisque la course était écourtée au bout de 109 tours de course, puisque il pleuvait, hein, tout simplement. Je rappelle, on est en Floride il pleut assez régulièrement. Donc course écourtée pour Michael Waltrip qui du coup a pu quand même fêter et avoir un petit jour de gloire 2 ans plus tard, puisque forcément en 2001 c'était un petit peu compliqué d'avoir vraiment un vrai jour de gloire. En 2004, moment historique et très très fort émotionnellement, puisque nous avons Dale Earnhardt Jr., le fils de Dale Earnhardt, qui remporte le Daytona 500. 6 tentatives avant de remporter la course contre 20 pour son père. Mais voilà, très très fort émotionnellement du coup de remporter le Daytona 500 3 ans après le décès de son père. Même si c'était pas jour pour jour, mais voilà, le plus important c'est quand même d'avoir remporté et d'avoir pu rendre hommage à son père ce jour-là. J'espère que je ne vous perds pas avec toutes ces dates. Je sais que ça fait beaucoup, on va faire une toute petite pause. Hein, toute petite pause. Juste, voilà, respirer. Ça continue, nous sommes en 2005. En 2005, la course dure 203 tours en raison de la nouvelle règle Green White Checkered. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé quand on a fait notre première vidéo. La Green White Checkered, en fait, c'est une règle qui permet de terminer la course sous drapeau vert si jamais il y a des incidents en fin de course. On rajoute quelques tours. En fait, les quelques tours, c'est rajouté, donc c'est drapeau vert, drapeau blanc, drapeau à damier. Voilà, 3 tours qui sont rajoutés. En 2007, nous avons un autre moment historique pour l'histoire de la NASCAR. Il y en a beaucoup, hein. Les moments historiques, là, vous avez encore Daytona. Du coup, 2007, Kevin Harvick qui remporte le Daytona 500 avec 0,02 secondes d'avance. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est extrêmement serré. En 2010, la course est rallongée à 208 tours avec l'arène du Green White Checkered. Donc on est sur une course extrêmement longue. En 2011, je reviens pas dessus, avec Trevor Bayne, on en a parlé. Voilà, plus jeune vainqueur de l'histoire, hein, bien sûr, à 20 ans. 2012, la course est décalée à plusieurs reprises. Ouais, non, mais 2012, par contre... Ah non, attendez. Parce que 2012, il faut en parler. 2012, c'était une catastrophe, la course de Daytona, vraiment. La course est décalée à plusieurs reprises en raison d'une météo désastreuse, mais vraiment catastrophique. T'as jamais vu ça. Je pense que t'as jamais vu ça de ta vie. Il pleuvait, il y a de l'orage, tout ce que tu veux. La course est donc décalée au lundi soir, au lundi après-midi à la base. Lundi après-midi, pareil, il pleuvait encore, hein, donc...
Lundi soir, en prime time, on lance la course. C'était pas terrible, terrible. Il pleuvait un peu, il y a même eu des drapeaux rouges pour sécher la piste à des moments. Un drapeau rouge arrête la course à un moment. On a Juan Pablo Montoya, l'ancien pilote de Formule 1, qui rentre dans une chasseuse. Drapeau rouge, du coup, qui est éternel, hein, globalement, presque. Et finalement, les officiels de NASCAR décident d'arrêter la course le mardi matin à 1h du matin, 37 heures après l'heure à laquelle la course devait débuter à l'origine. C'est juste fou, hein, globalement. Donc si les pilotes ont attendu globalement sous tension pendant 37 heures, alors pas vraiment savoir à quel moment ils allaient rouler. Donc c'est assez incroyable. Cette course-là est complètement folle. Si vous avez l'occasion de remettre la main dessus, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. En 2013, autre moment historique, nous avons Danica Patrick qui devient la première femme à remporter la pole du Daytona 500 et à mener une course en NASCAR. Mener une course en NASCAR en tout cas sur le Daytona 500. En 2016, encore un autre moment historique. Ça fait beaucoup, je sais, mais on a bientôt fini, vous inquiétez pas. 2016, la plus courte victoire de l'histoire du Daytona 500. Pensez que 0,2 secondes c'était la plus courte victoire, c'est faux. La plus courte victoire, c'est Denny Hamlin qui remporte la course avec 0,01 seconde d'avance devant Martin Truex Jr. Vous avez la photo juste ici. 2021, on approche bientôt de la fin, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on est à déjà une vidéo de plus de 20 minutes. 2021, nous avons Michael McDowell qui remporte sa première course en carrière lors du Daytona 500. Michael McDowell qui est un pilote qui monte et qui prend de l'importance de plus en plus ces dernières années. C'est quand même assez important de le noter. Et en 2022, enfin le dernier grand fait, même si bien sûr il y a eu d'autres courses depuis, nous avons Austin Cindric qui devient le second plus jeune vainqueur du Daytona 500, bien sûr juste derrière Trevor Bayne qui avait gagné à 20 ans. Austin Cindric était alors rookie à ce moment-là, même s'il avait déjà couru un petit peu plus de courses que Trevor Bayne au moment de sa victoire, puisqu'il avait couru une ou deux saisons un petit peu avant, il avait fait quelques courses de temps en temps. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça, puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations. Si jamais vous avez des questions sur le Daytona 500, que vous avez des questions sur d'autres sujets de la NASCAR, que vous voulez une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la NASCAR. Je sais pas encore le sujet, honnêtement, je sais pas trop. On verra bien, suivant l'actualité et suivant ce qui se passe et suivant vos retours éventuellement. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, c'était Declan Johnson. On se retrouve du coup très prochainement. Allez, à plus les gens!